Retrouvez comme chaque dimanche la confidence de presse, notre rendez-vous de débat et d'information sur deux ânes. Notre invité ce soir est Moulay Maroussi, philosophe et écrivain, pour parler de la place de la rationalité, de la philosophie dans notre école, mais aussi pour parler du rôle de l'intellectuel dans les débats qui traversent notre société. Moulay Maroussi, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci pour votre invitation. C'est un plaisir aussi de retrouver Jeanne Poupé, journaliste au quotidien Les Inspirations Écho. Jeanne, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Merci de me recevoir. Et Amin Boushaba, journaliste au quotidien L'Économiste. Bonsoir. Bonsoir. Alors, comme je l'ai dit au début, vous êtes philosophe de formation, mais aussi professeur de philosophie. J'ai envie de commencer par une question très simple. À quoi sert la philosophie de nos jours, et surtout dans un pays comme le Maroc? Oui. Ben oui, je suis philosophe de métier, bien sûr, comme on dit, mais aussi j'essaie d'être philosophe dans la vie, dans un certain sens où je travaille à revoir tous les concepts que j'ai reçus, à les retravailler, à ne pas les accepter comme il se doit en philosophie, et d'essayer de formuler moi-même des concepts qui s'adaptent à la réalité dans laquelle je vis. À quoi sert la philosophie? Bon, c'est bien sûr une question qui se pose pas mal, un peu partout. Est-ce que c'est une méthode? Est-ce que c'est une recherche de la vérité? Est-ce que c'est une recherche d'une meilleure vie? C'est les deux, c'est les trois. C'est-à-dire que, à la base, la philosophie, comme on l'a vu, parce que philosophie n'existait qu'à Athènes, dans la cité, ni à la campagne, ni dans le désert, ni ailleurs. Dans une ville. Dans une ville. Et donc, elle consistait à poser des questions, à revoir toutes les évidences que nous pouvons avoir à propos de certaines choses de la vie. De certaines choses de la vie, c'est très simple. C'est comment être aimé dans la ville toujours, hein. Comment aimer dans la ville, comment gérer la ville elle-même, comment être juste dans la ville, comment ne pas être triste, être heureux ou malheureux, je ne sais pas, comment croire ou pas croire. Ce sont des questions qui se posaient à la population d'Athènes et qui avaient des réponses. Il y avait des gens, avec Socrate, en face surtout c'était les rhétoriciens, les hommes politiques, qui eux avançaient des vérités que lui considérait comme des demi-vérités et qui remettaient en cause. Il ne cherchait pas nécessairement une vérité ou n'arrivait pas à la vérité, mais c'est ça. Et donc, pour nous aujourd'hui, cette même démarche, justement, est bien pour combattre les dogmes fermés. C'est intéressant, par exemple, vous avez dit sur la question, enfin, comment s'aimer, l'un des plus grands livres de philosophie, Le Banquet de Platon, est consacré uniquement à l'amour. Oui, qu'est-ce que c'est que l'amour? Et entre parenthèses, l'année prochaine, je sortirai un livre sur l'amour. Donc, on en parlera plus tard. Oui. Donc, et aujourd'hui, c'est comment essayer d'interroger les dogmes fermés, comment essayer d'éveiller les esprits, de les doter d'esprit critique et de démarches interrogatives pour essayer d'ouvrir la fermeture des idées, la fermeture des dogmes qui, des fois, peuvent aller jusqu'à générer des actes et des violences qui menacent le devenir de notre être. Amen. Justement, vous avez parlé de dogme. Nous vivons dans une époque où le dogme est très très présent, peut-être plus que dans d'autres périodes de l'histoire. La philosophie a toujours dérangé, perturbé les bien-pensants. Est-ce que la philosophie aujourd'hui est plus dangereuse qu'avant? La philosophie est plus dangereuse qu'avant parce que la société où des acteurs de la société la craignent parce que justement elle met en cause leur système et leur démarche. Et elles interrogent, elles éveillent les esprits. Et il n'y a pas mieux pour essayer d'embrigader les gens, c'est qu'ils ne s'interrogent pas, qu'ils ne se posent pas de questions. Et donc, quand je dis les acteurs de la société, que ce sont des acteurs politiques, des acteurs, je ne sais pas, de groupes, de confréries. Pour eux, la philosophie est dangereuse. D'ailleurs, c'est pas la première fois. On a appelé la philosophie depuis longtemps de l'hérésie, de Zandara, c'est manichéiste. Et donc,
c'est dangereux pour ces gens-là et non pas pour la société dans son ensemble. Et justement, qu'est-ce qui s'est passé? L'histoire parle d'elle-même, mais moi je voulais un peu votre regard en tant que professeur et en tant que philosophe. Que s'est-il passé? Comment on est passé dans les années 70, par exemple, au statut de professeur un peu adulé, professeur de philosophie adulé, admiré, à des professeurs aujourd'hui de philosophie qui sont redoutés ou en marge, à des manuels scolaires qui étaient, leçons de philosophie si je me trompe pas, qui étaient une référence, à aujourd'hui des manuels qui manquent de clarté intellectuelle. Comment on passe de la réflexion à l'endoctrinement? On a transformé la philosophie, c'est-à-dire il y a eu des interventions dans le champ de l'éducation et dans le champ intellectuel aussi, des interventions d'idéologie, de choix politiques. À la fin des années 70 la moitié des années 60, parce qu'il faut le savoir. C'est-à-dire si l'État ne s'en cache pas, il dit que on a décidé d'une manière claire et nette d'un système de authenticité et modernité. Donc, la modernité dans les affaires de la vie, dans les affaires publiques, et l'authenticité dans la réflexion, dans notre comportement, dans notre vie. Clair et net. Il se trouve que de l'autre côté, c'était normalement un autre projet de société alternatif, celui de la gauche, celui des partis dits nationalistes, du mouvement national. Eux, ils étaient embarqués dans une idéologie panarabe. Et cette idéologie panarabe, justement, les a piégés, minés, au point où ils demandaient à l'arabisation pure et dure de toutes les matières et d'essayer de décoloniser toute la pensée. Vous pensez que ça a été une erreur, cette arabisation de l'éducation au Maroc? J'avance dans mon raisonnement et je vais peut-être vous expliquer ça. Le problème, c'est que on sortait certes d'une époque coloniale, on sortait aussi d'une période mouvementée essentiellement des mouvements politiques, 1965 et d'autres mouvements assez forts. On était aussi face aux guerres israélo-arabes de 67 avec des problèmes et tout, mais on avait quand même un nombre important de professeurs de philosophie qui formaient dans des écoles marocaines, certainement bilingues, comme moi-même. Vous écrivez en français, en français et en arabe, et qui n'étaient ni avec la francisation, si vous voulez, pure et dure, ni avec l'arabisation pure et dure. Ils étaient surtout pour quelque chose de nouveau, une position qui est différente, qui est autre. L'arabisation a complètement enlevé ça parce qu'elle a bloqué, elle a mis une barrière entre les élèves, les étudiants et les sources du savoir. Les sources du savoir qui pour nous étaient là, et il ne faut pas l'oublier, on ne va pas le crier sur tous les toits. On sait très bien que la pensée mondiale, entre 1970 et 1996, était en France. Vous parlez de philosophie. Oui, vous parlez de philosophie, c'était très important. C'est là où il y avait Lévi-Strauss, c'est là où il y avait Michel Foucault, c'est là où il y avait toute la grande pensée. Elle était là. À ce moment-là, les étudiants n'avaient plus le moyen d'accéder directement à la pensée de l'époque. Voilà. Je suis désolé, alors si je suis un peu perplexe parce que vous parlez d'arabisation et du déclin de l'enseignement de la philosophie, comme si l'arabe était incompatible avec la philo. Pas l'arabe, non. Je ne dis pas l'arabe en tant que langue d'ailleurs. Il n'y a aucune langue qui soit handicapée par rapport à une autre. À une autre, ou à l'ouverture, ou à pénétrer une autre culture. La preuve, c'est que vous pouvez donner des noms de philosophes qu'on appelle arabes qui ne sont pas arabes. Le seul philosophe arabe, c'est le Kindi, mais les qui se sont exprimés en arabe. Oui, ils ont écrit en arabe. Oui, ils ont écrit en arabe, ils ont exprimé. C'est-à-dire que quand on analyse bien la pensée d'Ibn Sina, on trouve que c'est de la philosophie grecque, c'est de la pensée arabe, pénétré de la spiritualité orientale, extrême orientale. Et ça, c'est important. Il y a un processus de transmission aussi qui a d'ailleurs permis justement de transmettre les philosophes grecs vers l'Occident. Absolument. Bon, l'Andalousie a joué un rôle très important. Donc, l'arabe n'était pas le problème. Le problème, c'était les
des arabisants qui ont arabisé, parce qu'on a appauvri complètement. Là, je suis obligé de renvoyer un article que j'avais écrit avec un ami en 87 sur le Mali. À propos de 20 ans de philosophie, on a fait voir un petit peu tout ce qui s'est passé. Voilà. Et donc, on avait remarqué à l'époque, c'est que non seulement la production de la philosophie dans une autre langue avait disparu, mais que la production, 90% de la production de l'époque était essentiellement destinée à l'étude de la pensée arabe et islamique. Et donc on n'avait pas, justement de l'autre côté, on n'avait pas de philosophie. Donc on était pratiquement exclus du monde. C'est là le problème n'est pas là, parce que quand on parlait des Arabes, du temps d'Al-Mamoun, l'Abbasside, on avait tout traduit. On traduisait tout. On pourrait continuer à traduire encore aujourd'hui en arabe des textes de Foucault. Et il y a beaucoup de traductions, mais malheureusement. Je parle du rôle de l'école, justement, vous parlez d'exclusion, vous parlez du manque de... Enfin, on n'avait pas accès à ces penseurs, justement. C'est ce qui a fait aussi, c'est ce qui a fragilisé cette société qui a écouté une seule vérité, celle par exemple des chaînes orientales à une époque, qui prenaient une seule vérité, alors que le propre de la philosophie ou de la pensée, c'est le relativisme, c'est le scepticisme, il n'y a pas qu'une seule vérité. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que le rôle de l'école aussi a... L'école a ce rôle, en tout cas, de... Vous parlez des chaînes orientales qui sont venues bien après, parce que l'ouverture du ciel a eu lieu vers les années 90. Bon, mais on avait déjà préparé un terreau pour ça. Et le terreau s'est opéré de deux manières. D'abord, dans les années 70, la moitié des années 70, il y a eu l'intervention d'un événement important. On a fait venir des proches orientaux qui enseignaient la pensée islamique. On a créé au sein de la philosophie un cours au bac de 2 heures par semaine sur la pensée islamique. Et donc les élèves commençaient à imposer qu'on donne un sujet au baccalauréat sur les 3 sujets, un sujet sur la pensée islamique, et ce qui leur permettait justement de zapper la philosophie et de se consacrer tout sur la pensée islamique. Ensuite, avec l'arrivée à l'avènement de la révolution iranienne, 79, il y a eu un mouvement, je ne sais pas qui a présidé à ce mouvement, qui a travaillé ça, mais on a cru bon rétrécir l'espace de la philosophie et ouvrir un autre espace qu'on a appelé les études islamiques. Un genre de quelque chose qui ressemble un peu de loin, un peu de littérature, un peu de rhétorique, un peu de hadith, un peu d'histoire, et c'est ça l'étude islamique. Et on a vu s'engouffrer plein de jeunes dans ça, d'abord pour la facilité de la matière, et ensuite parce qu'on avait donné la possibilité, parce que c'est un package bien fait, on avait donné la possibilité à ces étudiants, après, à la sortie, de trouver un travail dans les lycées. Vous parlez de facilité, mais aussi la difficulté de faire enseigner la philosophie au Maroc. C'est-à-dire, voilà, j'étais aussi élève dans l'école marocaine, je me rappelle très bien des textes et des manuels scolaires qu'on avait sur la philosophie, et ça continue encore. C'est des textes qui sont extrêmement difficiles, en arabe, déjà, qui sont traduits du français, qui a été traduit de l'allemand. Donc déjà, c'est très très difficile, et aussi c'est des choses qui sont extrêmement difficiles. Est-ce que justement, ça ne rend pas l'enseignement de la philosophie difficile, et même ça rebute les jeunes Marocains de s'approcher des textes philosophiques et de considérer que ce n'est pas fait pour nous, allons vers autre chose. Oui. Vous parlez là d'un moment où la philosophie, c'est-à-dire que l'arabisation a déjà eu ses effets à l'université, et elle a renvoyé aussi des professeurs qui n'étaient pas outillés pour enseigner des textes fondamentaux de la philosophie. Et je crois qu'on ne leur demandait même pas ça. C'est-à-dire, au lieu de travailler des textes de philosophes fondamentaux, comme Kant et Hegel, on se suffisait de généralités, et ces généralités étaient très difficiles par rapport aux élèves, essentiellement. Et moi, je trouve que la philosophie n'est pas difficile.
difficile à enseigner. Ah bon? Oui. L'année dernière, on a reçu une équipe de 3 personnes, français, belges et canadiens, et ils faisaient dans les écoles primaires, dans des associations pour les enfants, des séances de philosophie. Je ne dis pas des cours, des séances de philosophie où les enfants eux-mêmes s'interrogent. Aujourd'hui, je crois que le problème n'est même pas d'apprendre la philosophie, parce qu'on peut l'apprendre sur Internet, mais que le professeur vient justement pour essayer d'accompagner les élèves à comprendre ces choses-là. On n'a même pas le... Et moi, quand je compare ce qui se passe dans nos lycées à nos amis qui sont juste à côté, c'est-à-dire au lycée Lyoté, je crois que c'est très différent. Et vous pouvez parler de système, entre le système public. Oui, non, c'est le même système public. Et quand vous voyez les sujets de baccalauréat en France ou au Maroc, c'est très différent. On voit très bien que là où on fait appel à la mémoire de l'élève, on fait appel de l'autre côté à l'intelligence de l'élève. C'est ça. Le sujet de philo de bac, c'est mythique en France chaque année. On cherche, on attend quel serait le thème, quelle serait la question, tellement c'est... Et qu'est-ce qui va retenir cette année, c'était quoi? C'était un sujet sur l'art. À quoi sert Oui, en France, il y avait un sujet, par comparaison, mais il y avait un sujet, c'était de comprendre. Qu'est-ce que c'est que comprendre? Et donc les élèves devaient répondre à cette question. Qu'est-ce que c'est que comprendre? Vous parlez d'apprendre et comprendre. Il y a eu plus que les années précédentes, je pense, des faits divers, et un qui a marqué, c'est celui d'un élève qui veut se suicider parce qu'on ne le laisse pas tricher. Il y a une question de rationalité. C'est cette année. Il y a une question de rationalité où on a tellement poussé ces élèves à apprendre, à faire du copier-coller, à recracher ce qu'ils ont appris. Comment faire marche arrière? Comment faire justement que les élèves comprennent plus, qu'ils apprennent et qu'ils fassent du copier-coller justement? C'est pas Napoléon, je ne sais pas comment je vais faire, mais ce qui est sûr, c'est que ça passe par l'éducation. Que ça passe par l'éducation, on ne va pas tout mettre à la poubelle et reprendre à zéro, mais il faut quand même repartir par la base. Repartir par la base et arrêter justement cet enseignement qui est basé uniquement sur apprendre et répéter. Et ça vient, on le sait très bien, ça vient de notre système traditionnel. Et le système traditionnel, c'est le système. Si on donne à l'élève des choses à apprendre et à nous redonner, nous restituer, c'est une bonne manière de le rendre soumis. C'est ça la soumission. Donc ça va plus loin que juste on demande à ce qu'on restitue le cours. Non, c'est plus, c'est la soumission. Et donc si on dit ça, c'est aussi une grande décision. Aujourd'hui, la transition de l'esprit critique a été remplacée par l'idéologie, par l'endoctrinement, par quoi? Je ne dirais pas l'idéologie, malheureusement, mais à un certain moment dans l'histoire du Maroc, il y avait de l'idéologie dans les universités, c'est-à-dire que les élèves étaient pratiquement tous marxistes, les étudiants, même dans les lycées, dans les collèges, et oui, c'est la même masse qui se transforme, oui, mais il y avait quand même une possibilité où des gens qui travailler avec une idéologie qui a certaines germes de la rationalité. Et donc c'est ça, c'était autre chose. Bon, moi je regardais, je voyais comment les étudiants, je me souviens dans mes cours déjà en 84, j'étais à l'université de Ain Shah et j'avais les deux tendances islamistes et tendances marxistes, pure et dure. Avec une confrontation d'idées, et on voyait très bien. Là où on va à des évidences complètement, les autres essaient de développer des points de vue, même s'ils sont obtus sur leur manière de voir le monde dans l'avenir, mais ils développent quand même et ils argumentent là où les autres n'arrivent pas à argumenter, où ils répètent uniquement les solutions et les recettes du chef. Ça veut dire qu'aujourd'hui nous sommes dans l'ère de l'influence. Peut-être l'influenceur a peut-être plus de pouvoir ou de pouvoir de conviction que l'intellectuel. Ben, si vous le prenez dans le sens où l'influenceur, ça va du maître d'école au chef de la confrérie ou du parti, au patron de l'entreprise, oui, d'accord, c'est ça. C'est comme ça que ça se passe. Le problème, c'est que on a
une société qui bouge, qui montre des éléments de crise de transition, là, par là, par là, par là, mais en même temps, on a un pouvoir d'autorité qui résiste et qui est là, qui se manifeste par ces choses-là. Je vais revenir sur la question de Hamid, sur cette question d'influence. J'espère que ce n'était pas un mythe, mais on a tous à l'esprit, c'est que les intellectuels, ils avaient une grande place dans la société marocaine et qu'au moment où voilà, des gens comme Abdel Aoui, comme le Jabri, comme Hababi, etc., avaient une grande place dans le débat public, Sousse, par exemple, le sociologue Vermont. Maintenant, on remarque qu'il y a une quasi-absence des intellectuels et que les intellectuels maintenant ont été remplacés par les influenceurs. C'est-à-dire, c'est soit par le tweet de 146, soit par le statut Facebook et encore pire, par la vidéo. C'est-à-dire, il n'y a que la vidéo qui marche et donc on voit des phénomènes qui apparaissent. Comment vous expliquez justement cette transformation? Est-ce que c'est un mythe ou un fantasme ou est-ce que voilà, c'est quelque chose non, c'est pas un mythe, c'est pas un mythe. Justement, vous avez bien fait de donner des noms de Jabri et de Abdel. Désolé pour ceux qui aiment ces deux penseurs, mais je vais être un peu dur. C'est qu'ils sont une partie du problème. Sinon, une grande partie du problème. Pourquoi? Je vais vous le dire. D'abord, le Jabri, c'est lui qui a arabisé la philosophie. Ça, il faut le savoir. C'est lui qui a traduit. C'est lui qui a mis en place les cours. C'est lui qui a traduit les cours de psychologie, les cours de sociologie, les cours de philosophie, tout, absolument tout. D'histoire de la philosophie, tout. Et il le dit. D'ailleurs, ceux qui ont envie de le savoir, et je se réfère à un numéro spécial très important de Carmel que dirigeait Mahmoud Dabish et qui avait sorti une interview avec lui, non 24 sur 2, de voix. Et ce virement justement de transformer la philosophie occidentale en uniquement de choses de manuels, de textes, son livre célèbre sur l'épistémologie, qui ne dit rien de l'épistémologie mais qui répète des formules, et puis tout le travail qui s'est fait sur ce qu'il a appelé la pensée arabe, ou ce qu'il a appelé la raison arabe, plus que ça. Et donc ce genre de penseurs, soi-disant entre d'autres, j'appelle un peu frère entre la philosophie et le fiqh, tout simplement, il donne la possibilité que ce soit, parce qu'il ne faut pas oublier, vous le savez aussi bien que moi, c'est une pensée, que ce soit lui ou Taïb Tizini ou d'autres, c'est une pensée qui a été élevée, soignée et gérée par le Ba'ath. Le Ba'ath, que ce soit en Syrie, en Irak, ou même le nassirisme, c'est une pensée comme ça qui a essayé, en quelque sorte, de justifier ces despotismes en essayant de dire qu'on n'a pas besoin d'avoir de la pensée occidentale. Nous avons tout. Nous avons une raison arabe. Et cette raison arabe, elle peut produire ce que nous voulons. Elle peut même produire ce qu'est l'homme. Et donc ce que sont les droits de l'homme, ce qu'est la démocratie, ce qui est la philosophie en général. Quant à Abdel, son seul problème, c'est qu'il est resté dans le 19e siècle. Il est resté dans le 19e siècle, c'est-à-dire c'est une pensée qui, les mécanismes avec lesquels elle fonctionne, elle ne fonctionne avec ce qu'on appelle l'historicisme. C'est-à-dire, nous sommes obligés de passer par un certain nombre d'étapes pour arriver à ce qu'on appelle la modernité. Et l'exemple le plus éclatant qu'il dit, c'est l'art. Il dit, on ne peut pas faire de l'art abstrait sans avoir fait de l'art figuratif. C'est-à-dire, tout ce qu'on dit d'une manière incroyable. L'école de Casablanca, c'est une réponse à ce qu'il dit. Mais ils n'ont pas uniquement ça, mais ça s'est passé dans l'art, dans la culture, dans le... Oui, mais aussi là, vous avez été critique à l'égard de Jabri, là. Oui, je ne sais pas ce que vous allez dire, d'autres choses, d'Exouan et que moi, mais tout ce qu'on voit. Là, vous critiquez Jabri, alors là, qu'on était dans votre niveau. Non, mais je parlais justement, je vois très bien votre critique, mais comment vous voyez justement cette absence actuelle des intellectuels dans le débat public? Oui, critiquable pas, ils étaient là. Non, mais au moins ils étaient là, au moins ils produisaient des concepts et au moins ils avaient une pensée structurée. Mais justement, là, c'est l'absence. Est-ce que ça manque de canon? Est-ce que la télévision, est-ce que l'intellectuel aujourd'hui se sent exclu de l'ère numérique, de la télévision? Non. Ça a été une décision
un certain moment. On parle de Jabri. Jabri, ce qu'il a médiatisé, à force de tambour, c'est le Mouharrem et plus tous ces livres ont d'abord été publiés dans ces canaux. Et l'Aoui, pareil, c'est-à-dire que l'Aoui, comme il est aussi, il est du Sérail. Donc, ça a été. On parlera peut-être tout à l'heure d'un autre penseur à qui on n'a pas fait très attention. Et il est urgent aujourd'hui de le reprendre. C'est on l'oublie. Et on l'oublie alors qu'il avait posé justement cette question essentielle de critique, non pas de Djabri, parce que pour lui, Djabri n'arrivait pas à la taille de Al-Fassil et de l'Aoui, parce qu'il critique les deux. Mais il critiquait justement cette volonté de vouloir absolument être aveugle par rapport à ce qui se fait ailleurs et de nous engager directement dans une métaphysique théologique de la pensée arabe. Et de l'autre côté, ceux qui justement sont aveugles aussi et qui ne s'occupent que de vouloir nous occidentaliser. Lui, il avait une critique assez particulière à ces choses-là. Où sont les intellectuels aujourd'hui? Parce qu'il n'y a pas une espèce de paresse intellectuelle, il n'y a pas une espèce de démission? Parce que j'ai du mal à croire qu'aujourd'hui on ne puisse pas transmettre avec tous les canaux possibles et imaginables que nous ouvre Internet, qu'on ne puisse pas transmettre aujourd'hui et se dire on n'a pas accès à la télévision, on n'a pas accès à la radio, on n'a pas accès à la aujourd'hui, on a accès à Internet, donc on a accès à tout le monde. Oui, c'est-à-dire que ça veut dire quoi l'intellectuel aujourd'hui? Justement, c'est la question que je me pose. C'est quoi? C'est-à-dire l'intellectuel, c'est celui qui sait un certain nombre de choses, qui est capable de maîtriser et de connecter un certain nombre d'idées, et qui est capable de les transmettre. Or, il se trouve que à un certain moment où on a vu ce qu'on appelait la fin des idéologies, on a aussi vu la fin des guides, des grands leaders qui se proclament en tant que chefs, en tant que maîtres spirituels. Et ils ont été remplacés par Google. C'est-à-dire qui aujourd'hui est capable de prétendre, dire que je sais plus que vous. Et il y a tout dans Google. C'est-à-dire que, et à côté de ça, l'école ne suit pas ce qui se passe dans justement cet espace-là. Et imaginez, j'ai un cours sur les réseaux sociaux, en philosophie, sur les moyens de technologie, les nouvelles technologies. Mes collègues ne savent pas pourquoi, ça sert à quoi ce genre de cours. C'est pour ça que je vous dis que cette pensée que j'appelle, pour être un peu grossier, salafiste, de Djabri et l'Alaoui, c'est-à-dire du passé, une pensée qui a déjà reçu le label, qui ne prend pas de risques, qui ne se pose pas de questions, et qui est figée, elle intéresse beaucoup plus, parce que ça s'apprend et ça se restitue. Et ce que nous n'avons pas, c'est essayer d'avoir une prise sur le présent et de réfléchir sur le présent. Là, il y en a très peu. Permettez-moi d'insister sur la transmission. Est-ce que nos intellectuels aujourd'hui ne sont pas un peu has-been, ne sont pas un peu dépassés par ces moyens de communication nouvelles, on peut voir partout dans le monde. Non, vous avez dit deux choses. Extrêmement compliqué, expliqué en capsule de 3 minutes d'une manière très unique et très simple et très attrayante. Oui, un concept. Oui, vous avez parlé de transmission et de communication. Oui. C'est deux choses. Donc la transmission, on y était. On était avant. On était avant dans la transmission. C'était les grands chefs qui étaient là et qui débitaient leurs discours dans les journaux, dans les livres. La communication, c'est autre chose. La communication nécessite une interaction. C'est-à-dire il faut qu'on soit dans l'interaction. Et justement, ce que permettent les réseaux sociaux aujourd'hui, ce que permettent les moyens technologiques, non, on ne l'utilise pas beaucoup. Mais l'image du père qui sait tout, demeure encore chez les apprenants, les gens qui vont venir, qui vont écouter. Ou elle est complètement décrédibilisée. Et on l'a vu pendant les mouvements sociaux en Europe, où les gens disent ça y est, les vieux, on ne veut plus, on ne veut pas, on ne veut pas se dire. Et c'est quelque chose de vrai. Et il y a très peu d'intellectuels qui s'engagent encore, qui parlent, qui ne perdent pas espoir. Et qui font des petites capsules, des petites capsules, même si ces capsules-là, c'est casse-tête, et même si dans une capsule on peut elle est vue par 10 personnes par mois, elle avance quand même, parce qu'on vérifie toujours qu'on voit trop, oui, ça va, parce que c'est un peu compliqué, mais
Et il y a toujours des gens comme ça. Alors, je vais revenir sur une autre question, c'est la question aussi, parce que vous êtes critique d'art, aussi historien de l'art marocain, et il y a aussi une question qui est problématique au Maroc, c'est que l'art, notamment l'art contemporain, ne sont pas très bien compris au Maroc. Et que voilà, enfin, ça a l'air, enfin, en tout cas, voilà, enfin, pour moi, ça m'a l'air toujours très difficile à comprendre, très difficile à voir. Et c'est pour ça que quand on voit, par exemple, un vernissage, une exposition, on trouve toujours les mêmes personnes et que c'est pas du tout grand public. Comment rendre l'art accessible au plus grand public? Oui. Moi, les Marocains. Non, je suis d'accord, Bon, l'art est élitiste, l'art et ceci, ça existe dans toutes les sociétés. Toutes les sociétés. Mais il y a une différence. C'est-à-dire quand en Allemagne, en Italie, dans les pays qui ont la tradition de l'art, et l'art dans l'espace public. L'église, c'est un espace public quand il s'agit d'art. La mairie, c'est un espace public. Mais aussi les espaces, les places publiques, il y a de l'art. Et l'autre espace public aussi important, c'est le musée. Tout ça, c'est un système. C'est un système qui nous donne l'impression qu'ailleurs, les gens sont engagés dans l'art. Plusieurs raisons. Parce que d'abord, comme vient de dire Amine, il a glissé le mot de sacré, de la relation de sacré à l'art. Comme c'est sacré, les gens se permettent pas souvent de dire c'est du n'importe quoi. Ils respectent l'art parce que le respect de l'art c'est institué, il vient de l'Église. Et donc on l'accepte et on dit c'est l'artiste qui a fait ça, donc je le respecte. Ce que l'on ne trouve pas ici. Ici, le problème, très simple, c'est vrai que quand il s'agissait de l'art moderne, de l'art abstrait, difficile à comprendre, c'était aussi le cas ailleurs. Moi, j'ai travaillé, on n'avait qu'à comprendre. Aujourd'hui, l'art contemporain est très proche des gens. L'art contemporain, des fois, il fonce, il pose des questions de société. Des fois même, on l'accuse de simplisme, tellement les gens s'engagent, ont envie de poser des questions, d'interroger les problèmes sociaux, d'interroger les normes, comme on dit, comme exactement le travail philosophique. Alors, il est où le problème? Je passe à la part. Il est où le problème? Par exemple, quand on va dans des villes, que ce soit américaines, européennes, on voit par exemple les musées, c'est une institution et c'est l'un des endroits les plus visités dans une ville. Le Louvre à Paris, c'est 10 millions de visiteurs, 10 millions de visiteurs par an. Le Prado à Madrid, quand on va à New York aussi, quand on va dans une autre ville. Mais on voit des files d'attente, des gens qui sont en train d'attendre, parfois sous la pluie ou le soleil, attendre pour accéder au musée. Pourquoi on n'a pas cette culture au Maroc? Il est où le problème? Est-ce qu'au niveau de l'éducation, du travail de l'État, les politiques publiques, ou au niveau des citoyens, tout simplement? Les trois. Les trois, c'est d'abord l'État. Il faut commencer par l'État, parce qu'il n'y a pas de programme. J'ai eu l'occasion de discuter